Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette conférence très intéressante. Dans cette présentation, je vais m'appuyer sur les résultats de 3 enquêtes nationales que nous avons menées en Angleterre pour donner un aperçu des moments de pause tels que vécus par les enfants. Il ne s'agit qu'une petite partie de la journée à l'école et de la vie de tous les jours, mais c'est une partie importante. J'examinerai ensuite les liens entre les expériences de pause et le développement socio-affectif et psychologique des enfants. Mieux ainsi? Très bien. Avant de commencer, j'ai été frappée par le fait que pendant cette conférence, nous avons une pléthore de pauses. Je pense que nous avons environ 110 minutes de pause. C'est bien, c'est très très bien. Mais je voulais faire le contraste avec certains enfants qui ont beaucoup moins de pauses, notamment dans nos écoles, mais aussi dans de nombreux pays européens et à l'international. Je pense que ça donne matière à réflexion, étant donné notamment qu'il s'agit d'une conférence intensive. Très bien. Tout d'abord, qu'entendons-nous par l'expression temps de pause? Les pauses, parfois appelées temps de jeu, récréation ou pause déjeuner, telles que nous les comprenons, concernent une période de temps à l'école pendant la journée scolaire qui permet d'avoir accès à un espace à l'extérieur. Lorsque le temps le permet, il s'agit évidemment d'un temps non structuré pour le divertissement, le jeu et la socialisation avec ses pairs et où les adultes supervisent souvent à distance. On constate des variations d'une école et d'un pays à l'autre, évidemment, mais parfois, pendant ces moments, on peut prendre un repas, tel que c'est le cas en Angleterre, ou une collation, et parfois on peut participer à des clubs ou des activités choisies par les élèves eux-mêmes. Un peu de contexte. Au Royaume-Uni, la vie sociale des enfants en dehors de l'école a considérablement changé ces 25-30 dernières années. On constate que les enfants ont moins d'occasions de jouer et de socialiser avec leurs amis en dehors de la maison et moins d'occasions d'organiser des activités avec leur père par eux-mêmes. Des données montrent que seuls 14% des enfants de 8 à 10 ans et 36% des enfants de 11 à 13 ans sont autorisés à sortir avec leurs amis sans surveillance. C'est un petit nombre, effectivement. On a également constaté des augmentations concernant le contrôle parental, notamment en matière de sécurité des enfants. Le temps social des enfants est devenu bien plus structuré et organisé par les adultes, sans oublier l'existence de nouvelles technologies numériques qui permettent de garder les enfants à la maison. Au cours de cette période, nous avons constaté des changements également dans les priorités des écoles au Royaume-Uni. Peut-être que c'est semblable en France, mais on constate effectivement des pressions considérables pour améliorer les résultats des enfants. Les inspections, que l'on appelle inspections Ofsted dans mon pays, ont pour objectif d'améliorer le classement des écoles au niveau national et international et augmente de fait l'exigence placée sur les enseignants et les étudiants, les élèves eux-mêmes. À propos des temps de pause, les décideurs politiques britanniques s'y intéressent peu. Nous n'avons pas de politique nationale sur la durée ou la nature des pauses et il n'y a pas d'obligation en matière de pause pour les enfants à l'école. La seule exigence légale concerne les enseignants qui doivent avoir une pause dans le cadre du droit du travail. Il n'existe pas de statistiques nationales non plus au niveau politique ou gouvernemental et on a une très mauvaise compréhension de ce sujet. Les seules données qui nous viennent à propos des pauses à l'école viennent des enquêtes nationales menées par mon collègue Peter Blatchford et moi-même.
À propos de l'opinion du personnel scolaire à propos des temps de pause, eh bien, on peut dire qu'en général, celle-ci est négative ou ambivalente. En général, on s'inquiète des aspects pratiques de la gestion de ce temps de pause, sans compter qu'il faut également recruter un nombre surveillant de surveillants pour pouvoir surveiller ces temps de pause et surveiller les enfants. De plus, pendant ces pauses, certains comportements difficiles ou négatifs peuvent apparaître. Actuellement, au Royaume-Uni, on s'inquiète également du financement des écoles. Ainsi, on souhaite raccourcir les journées scolaires pour faire des économies. Cet avis négatif a mené de nombreux établissements à s'interroger sur la nécessité des temps de pause ou des récréations en ce XXIe siècle. Ça a été mis en évidence par l'une des quelques écoles récemment construites, telles que celle conçue par le célèbre architecte Norman Foster, qui a conçu une série d'espaces extérieurs en France, si j'ai bien compris, mais aussi à l'international et qui ont été inaugurés avec beaucoup de fanfares et de couverture médiatique. La particularité de ces écoles, c'est qu'elles ne disposaient pas d'espace extérieur pour les enfants et que l'école n'avait pas prévu de temps de pause pour les élèves. Cela reflète une vision des récréations comme étant une caractéristique romantique d'une époque révolue et en réalité, les temps de pause sont vus comme un moyen pour surmonter l'ennui pendant les cours. C'est donc dans ce contexte que nous avons entrepris les 3 enquêtes nationales sur les temps de pause dans les écoles anglaises. Ces enquêtes ont été menées sur une période de 22 ans. Elles sont uniques et aucune autre étude ne fournit un compte-rendu aussi détaillé concernant l'état et la qualité des temps de pause dans les écoles. L'objectif était de fournir des informations actualisées, systématiques et représentatives au niveau national sur les pauses, et ce au fil du temps, et de recueillir des informations actualisées sur les caractéristiques des pauses, notamment la durée, la supervision, les installations fournies, les opinions de valeur, les problèmes, ainsi que les questions de comportement. Nous souhaitions également obtenir des informations sur le point de vue des élèves et des enseignants à propos des temps de pause. Et enfin, nous voulions recueillir des informations sur la vie sociale des élèves en dehors de l'école et à l'école. Ces conclusions sont reprises dans ce rapport. Je ne vais donc pas m'étendre sur les détails, mais si vous le souhaitez, vous pourrez consulter ces rapports pour en apprendre davantage. L'étude de 2017 a consisté en une enquête de questionnaire à grande échelle, envoyé un échantillon aléatoire de 20% des écoles anglaises, écoles primaires et secondaires, à savoir les enfants âgés de 5 à 16 ou 18 ans même. Nous avons également effectué une enquête sur la vie sociale des enfants en dehors de l'école et effectué quelques études de cas. À propos des conclusions principales, ces études montrent que les temps de pause sont en fait un aspect universel des écoles anglaises. Elles sont universelles. Tous les enfants font l'expérience d'une pause sous une forme ou une autre et nous n'avons pas trouvé ne serait-ce qu'une école qui n'offre pas de pause, même si certaines étaient limitées. En 1995, la plupart des écoles avaient entre 2 et 3 pauses dans la journée, une le matin d'environ 15 minutes, une deuxième à l'heure du déjeuner d'environ 1 heure et souvent une l'après-midi d'un quart d'heure également. En 2017, il n'y avait plus que 2 pauses, une réduction considérable des temps de pause donc disponibles. Les temps de pause représentent environ entre 16 et 22% du temps passé à l'école. Il est évident que les jeunes disposent de plus de temps que les élèves plus âgés. Entre 1995 et 2017, les résultats montrent une baisse de la durée moyenne des pauses accordées aux enfants, comme on peut le voir sur ce tableau. Ici, on voit le temps moyen de pause par jour dans les différentes classes. Aussi, nous allons donc de l'âge de 5 ans à 16 ans.
Je souhaite m'attarder un instant sur ces chiffres. Ils nous donnent une idée du temps que les enfants ont en Angleterre pour les pauses. Ces chiffres incluent également l'heure du déjeuner, à savoir lorsque les enfants ont la possibilité de s'asseoir et de prendre un repas. Mais la ligne du bas montre donc la tendance qui change. Si l'on compare ces trois études aux chiffres de 1995, on peut dire que les enfants plus jeunes bénéficient ont 45 minutes de pause en moins. Les enfants du milieu ici ont 40% de moins et les adolescents sont les plus touchés avec une réduction de 65 minutes de leur pause. Autre résultat important, et je pense qu'il s'agit d'un thème qui ressort de ces présentations, dans les zones socio-économiques défavorisées, les écoles accordent moins de temps pour les pauses. Les enfants qui vont dans des écoles privées ou indépendantes ont davantage de temps de pause, plus d'options comparés aux enfants qui vont dans des écoles plus défavorisées où ils bénéficient de moins de temps et font face à davantage de restrictions. Les raisons de ces réductions. Donc, principalement, l'objectif était de créer davantage de temps pour l'apprentissage, pour le programme scolaire, mais c'était aussi une façon pour s'attaquer aux mauvais comportements. On pensait qu'en limitant les temps de pause, on réduirait les comportements mauvais. D'autres conclusions nous amènent au rapport entre surveillants et étudiants. On constate que le nombre de surveillants a augmenté, mais ces rapports ont diminué. Cela signifie qu'il y a plus de surveillants sur le terrain de jeu pour garantir la sécurité des enfants et garantir leur indépendance et gérer leurs relations si nécessaire. On a également constaté que 60% des écoles déclaraient ne pas accorder de temps de pause à certains enfants et adolescents. Il s'agit principalement d'une punition en cas de mauvais comportement, par exemple si un élève n'a pas participé en cours ou n'a pas fait ses devoirs. Encore une fois, c'est plus marqué dans les zones socio-économiques défavorisées. Mais on peut s'interroger sur l'efficacité de ces mesures. Voici donc la situation actuelle en ce qui concerne les pauses dans les écoles anglaises. Je vais maintenant vous parler un petit peu de la façon dont les pauses peuvent être liées au bien-être. On peut y penser de plusieurs façons. Il existe plusieurs façons dont les pauses peuvent améliorer le bien-être et le développement psychosocial des enfants à court et à long terme, et ce jusqu'à l'âge adulte. Je vais me concentrer sur ces trois domaines, notamment la contribution au bonheur, à la santé physique, à la contribution et au développement social et émotionnel. Commençons donc par la contribution au bonheur et à la santé physique. C'est un bon point de départ. Ces données viennent de l'enquête que nous avons menée auprès d'enfants âgés de 9 à 15 ans. Ce tableau présente les données relatives à l'opinion des élèves pendant leur pause déjeuner, l'une des pauses scolaires donc où ils mangent. Il s'agit des réponses à la même question de l'enquête auprès des élèves de 2006-2017. Et comme vous pouvez voir, les chiffres sont très similaires malgré l'écart de 11 ans. Nous avons posé des questions similaires et les réponses des élèves restaient très positives concernant ces moments de pause à l'école. Très peu d'enfants affirment ne pas aimer les pauses. Les enfants, les élèves préfèrent les pauses à l'école elle-même, préfèrent les pauses au cours ou encore au moment du repas. Donc, l'avis du personnel scolaire qui pense que les récréations sont des moments turbulents est en claire opposition à l'avis des enfants, des élèves. Ce tableau montre les raisons pour lesquelles les enfants et les adolescents apprécient les pauses. Nos données montrent qu'en 2006 et en 2017, les enfants apprécient les pauses principalement parce qu'elles leur permettent de passer du temps avec leurs amis et de socialiser les uns avec les autres. C'est particulièrement le cas pour les filles.
Ensuite, on trouve donc la possibilité d'avoir du temps libre et de faire ce que l'on souhaite. Le fait de participer à des activités de son choix en compagnie de ses camarades et de ses amis est une motivation intrinsèque pour aller à l'école. Cela donne aux élèves un sentiment d'autonomie, contribue à un sentiment de compétence et de validation de la part de leur père, ce qui est associé au bien-être. Les pauses sont également importantes pour la santé physique des enfants. 5 minutes, très bien. De nombreux jeux auxquels participent les enfants impliquent un exercice physique. Pensons au foot ou aux jeux de poursuite ou autres. Cela nous permet de contrer les activités sédentaires que l'on constate souvent chez les jeunes. Ces études suggèrent également que les pauses sont importantes car elles peuvent contribuer à hauteur de 30 à 40% à l'activité quotidienne physique recommandée pour les enfants. Nous avons également une série de programmes de recherche qui montrent que l'exercice physique contribue au bien-être physique et mental ainsi qu'à l'engagement scolaire des enfants. Je suis certain que vous êtes également conscient du droit des enfants au repos, au jeu et à la détente, au loisir, ce qui constitue l'un des articles de la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants. Et les pauses scolaires représentent une occasion importante pour les sociétés et les écoles de donner aux enfants la possibilité d'exercer ce droit fondamental au jeu et à la récréation. Il est vrai également que les pauses offrent d'importantes occasions pour développer le bien-être social des enfants. Nous nous concentrons ici sur la vie sociale des enfants en dehors de l'école. Nous avons ici deux graphiques qui concernent les enfants au milieu de l'adolescence et pendant l'enfance. Ici, on peut voir le temps que les enfants passent chaque semaine avec leur père et leurs amis en dehors de l'école chaque semaine. Entre 2006 et 2017, on constitue une diminution du nombre d'enfants qui voient régulièrement leurs amis en dehors de l'école et une diminution également des contacts avec leurs amis. Ainsi, 15% des enfants en 2006 seulement voyaient leurs amis en dehors de l'école une fois par semaine et ce chiffre a doublé en Angleterre pour atteindre 30%. Nous avons posé une série d'autres questions dans le contexte de notre sondage et nous avons pu constater que les enfants et les adolescents se rencontrent beaucoup moins en personne qu'ils ne le faisaient en 2006. Cela signifie que les temps de pause sont importants en tant que lieu d'interaction sociale et de développement des compétences, et ce plus que jamais. Nombreuses recherches montrent que les enfants qui éprouvent des difficultés avec leur père sont susceptibles de rencontrer des problèmes de santé mentale et de bien-être à court ou à long terme, et ce jusqu'à l'âge adulte. Les recherches montrent que les enfants qui ont des amitiés de qualité sont bien plus habiles socialement et ont tendance à mieux s'adapter et à s'épanouir à l'école. Les pauses sont un lieu ou un contexte important pour l'initiation, le développement et la consolidation de relations positives avec avec les pairs, pour former des amitiés, mais également pour appartenir à des groupes, pour apprendre à coopérer dans le contexte de travail d'équipe. Ces relations sociales permettent d'avoir un sentiment de validation, d'appartenance et d'avoir toute une série d'autres expériences. De par la nature, pardon, je suis allée trop loin. De par la nature des temps de pause, il faut savoir que les enfants doivent gérer eux-mêmes leurs interactions les uns avec les autres. Il existe également toute une série de qualités sociales, de compétences sociales qui peuvent être développées pendant ces moments.
De nombreuses recherches nous montrent également que les pauses contribuent au bien-être des enfants de bien des façons, en améliorant leurs compétences sociales, en développant leurs compétences en dehors des compétences couvertes par le programme scolaire formel. On peut parler notamment à la réflexion commune, la résolution des problèmes et la créativité, l'innovation, l'imagination, etc. Il est également prouvé que, en cas de pandémie, les enfants peuvent être plus perturbés et déstabilisés, plus turbulents également en au cours. Avant de conclure, je souhaitais simplement revenir à la situation dans les écoles britanniques où l'on voit des changements positifs et encourageants. Certaines écoles commencent à prendre des mesures pour améliorer la qualité des temps de pause. Il existe toute une série d'organisations listées ici qui ont développé des programmes positifs pour améliorer la qualité de l'expérience des temps de pause en aidant les écoles à développer une politique scolaire sur les pauses en partant de ce qu'elles espèrent en retirer en réfléchissant de manière stratégique, notamment à l'espace de la cour de récréation, à son inclusivité, à ce qu'elle offre, et en augmentant les ressources ludiques et en se concentrant sur la formation des superviseurs. Dans ces programmes, nous avons mis l'accent sur des ressources ouvertes qui offrent de nombreuses options pour différents types de jeux, et etc. Et on peut voir que ces ressources ont un effet positif. Pour conclure, notre travail montre que l'absence de politique nationale en matière de temps de pause, ces temps sont érodés dans les écoles anglaises, en particulier dans les écoles qui accueillent des adolescents. D'autre part, la recherche montre que les pauses constituent un moment unique, universel pour permettre aux enfants de développer des relations positives et un lien social. Ces pauses permettent aux enfants de s'amuser avec leurs amis, d'être indépendants, de collaborer à la construction et au développement d'activités, de participer à la résolution de problèmes et au développement d'importantes compétences sociales et émotionnelles. Les pauses apportent d'importantes leçons sociales et morales que les écoles peuvent mettre à profit lorsqu'elles s'engagent et discutent avec les jeunes pour développer leurs compétences et leur apprentissage socio-affectif. Ainsi, les pauses doivent être reconnues comme étant importantes par le personnel scolaire et les décideurs politiques. Merci beaucoup.